Notre atelier va concerner l'interprétation d'un gaz du son. Il sera animé par moi-même et par mon ami Dr Borji. La pratique du gaz du son est réalisée le plus souvent chez un enfant présentant une pathologie aiguë, beaucoup plus rarement une pathologie chronique. Le prélèvement est réalisé le plus souvent au lit de l'enfant, par ponction artérielle dans la grande majorité des cas, beaucoup plus rarement par ponction veineuse. Une technique de prélèvement rigoureuse ainsi qu'un appareillage performant pour l'analyse des gaz du son sont des conditions préalables et indispensables afin de garantir la fiabilité du résultat de la gazométrie. Le résultat est obtenu très rapidement, dans les 15 minutes, surtout si l'analyseur des gaz du sang existe dans le service même, chose qu'on a en réa pédiatrique. Et puis, une fois l'analyse est faite, à vous de jouer, interpréter. D'où l'intérêt de notre atelier qui a comme objectif d'interpréter une gazométrie pratiquée chez un enfant atteint d'une pathologie aiguë en adoptant une approche systématique en 7 étapes et puis identifier les troubles observés, expliquer leurs mécanismes afin de les corriger convenablement. Nous allons procéder par 3 étapes. Une première étape où je vais vous faire un bref rappel de certaines notions physiologiques indispensables pour pouvoir interpréter convenablement une gazométrie. Une deuxième étape où je vais vous exposer l'approche systématique de l'analyse des gaz du sang en 7 étapes que vous allez par la suite appliquer à travers des cas cliniques, des observations cliniques qui seront présentées par moi-même et par Dr Borji. Alors, il faut savoir que la gazométrie nous permet de fournir des renseignements concernant les échanges gazeux pulmonaires, c'est-à-dire l'apport en oxygène au tissu et l'épuration du CO2, mais aussi concernant l'équilibre acido-basique. Les principaux reflets de la quantité d'oxygène dans le sang sur une gazométrie étant la pression d'oxygène dans le sang circulant, PaO2, la saturation en oxygène de l'hémoglobine, SaO2, et le taux de l'hémoglobine. La relation entre PaO2 et SaO2 nous permet de tracer la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine avec ces deux parties. Une première partie linéaire. À chaque augmentation de la PaO2, il va y avoir une augmentation conséquente de la SaO2 et puis la partie plate de la courbe où l'augmentation de la PaO2 n'est pas corrélée à une augmentation de la SaO2. En effet, l'hémoglobine est saturée en oxygène. Il faut savoir que l'affinité de l'hémoglobine en oxygène est très variable en fonction de plusieurs facteurs, dont le pH, la PCO2 et la température. Quels sont les déterminants de la pression d'oxygène dans le sang artériel ? Ce sont la ventilation alvéolaire, qui est sous le contrôle du centre respiratoire localisé au niveau du tronc cérébral, qui présente des récepteurs pour la PaCO2. Ainsi, en cas d'augmentation de la PaCO2, les récepteurs vont être stimulés, vont stimuler à leur tour les muscles respiratoires, qui vont permettre un ajustement de la fréquence respiratoire et de l'amplitude des mouvements respiratoires, avec hyperventilation, qui va permettre l'épuration de l'excès de CO2 avec normalisation de la PCO2 et du pH. Deuxième déterminant de la PaO2, le rapport ventilation sur perfusion, qui permet dans les conditions normales d'avoir une saturation en oxygène à 100% et une capnie normale entre 35 et 45 mm de mercure. Un des exemples d'altération du rapport ventilation-perfusion, c'est l'effet Shunt, caractérisé par des territoires pulmonaires qui sont bien perfusés mais mal ventilés, avec son corollaire principal, l'hypoxémie. Le troisième déterminant étant la fraction d'oxygène dans l'air inspiré, qui est de 21% pour l'air ambiant, et dont le rapport PaO2 sur FiO2 chez le patient qui est sous oxygène est normalement supérieur à 300. Passons maintenant à l'équilibre acido-basique. Quelles sont les principales sources des ions H+ dans notre organisme ? Elles sont représentées par le catabolisme des lipides et des glucides, qui permet la génération du dioxyde de carbone, mais aussi par le catabolisme des protéines, qui permet la génération des acides métaboliques. Le CO2, lorsqu'il est dissous dans l'eau, génère des ions H+, et donc des acides, et ce sont le couple CO2, l'acide, et HCO3-, la base, qui vont assurer la régulation du pH. Le pH normal étant à 7,4, sa valeur médiane, il peut varier dans le sens de la diminution et on parle d'acidémie, ou de l'augmentation et on parle d'alcalémie. L'équation d'Anderson, celle-ci, est très intéressante à considérer puisqu'elle permet de montrer que HCO3- et pH varient toujours dans le même sens, PCO2 et pH varient dans un sens opposé. Ça nous amène à parler des processus que sont les acidoses
qui peuvent être respiratoires avec hypercapnie ou métaboliques avec hypobasémie, et les alcaloses qui peuvent être respiratoires avec hypocapnie ou métaboliques avec hyperbasémie. À chaque fois qu'il y a des variations du pH dans un sens ou dans l'autre, il y a des mécanismes de compensation qui interviennent. S'il s'agit d'un trouble métabolique, la compensation est respiratoire, elle s'installe rapidement, en quelques minutes à quelques heures. S'il s'agit d'un trouble respiratoire, la compensation est métabolique, elle s'installe lentement sur plusieurs jours et elle est faite par le rein. Si on prend l'exemple d'une acidose métabolique, celle-ci sera compensée par une hyperventilation avec alcalose respiratoire. Au début, le pH reste acide, l'acidose métabolique est partiellement compensée, mais au fur et à mesure que le patient hyperventile, le pH va finir par se normaliser grâce à l'alcalose respiratoire et on parle d'acidose métabolique totalement compensée. Quelques règles d'or intéressantes à connaître en ce qui concerne l'équilibre acido-basique. Il faut savoir qu'en matière d'équilibre acido-basique, il n'y a jamais de surcompensation, que la valeur médiane du pH étant à 7,4, si le pH tend vers l'acidose, le trouble primaire est une acidose. Si le pH tend vers l'alcalose, le trouble primaire est une alcalose. Et surtout, une règle d'or très importante à considérer, le patient et la clinique sont plus importantes que la valeur des gaz du sang. Si la clinique est discordante avec la gazométrie, bien évidemment, il faut mettre en doute la gazométrie et pas la clinique. La gazométrie nous permet de se rendre compte de troubles respiratoires, de troubles métaboliques et de troubles mixtes. Les troubles respiratoires qui peuvent être objectivés par une gazométrie étant 3 troubles. L'insuffisance respiratoire hypoxémiante, qui est caractérisée par une PaO2 basse. La PaCO2 dans ce contexte peut être normale ou diminuée. Les bicarbonates sont normaux. Et on aura sur la gazométrie une alcalose, on peut avoir sur la gazométrie une alcalose respiratoire, qui n'est pas constante bien évidemment. Deuxième trouble, l'insuffisance respiratoire hypercapnique, caractérisée par une PaCO2 élevée. La PaO2 dans ce contexte peut être normale ou diminuée. Et les bicarbonates peuvent être normaux s'il s'agit d'une insuffisance respiratoire hypercapnique aiguë ou au contraire élevée, traduisant la compensation métabolique rénale et s'il s'agit d'une insuffisance respiratoire hypercapnique chronique. Et sur le plan gazométrique, on a surtout une acidose respiratoire. Troisième trouble respiratoire, l'hyperventilation qui se traduit par une PaCO2 basse, une PaO2 normale, des HCO3- normaux si l'hyperventilation est primaire ou diminuée si l'hyperventilation est secondaire à une acidose métabolique. Le trouble principal sur la gazométrie étant une alcalose respiratoire. Comment survient une alcalose métabolique? Imaginez un enfant qui vomit ou qui a pris des diurétiques et qui a une polyurie. Il va se mettre à perdre des ions H+, des ions sodium, des ions potassium et du chlore. Qu'est-ce qui se passe au niveau du rein? Le rein va compenser la perte chlorée par une rétention de bicarbonate. Il va compenser la perte de sodium et de potassium par une rétention de sodium et de potassium aux dépens des ions H+, grâce à l'hormone aldostérone. La résultante étant une baisse des H+, une augmentation des HCO3- qui explique l'alcalose métabolique. Dans les acidoses métaboliques, 2 mécanismes peuvent être observés ou incriminés, soit une fuite de bicarbonate, soit un excès d'ion H+, secondaire soit à une hyperproduction endogène, soit un apport exogène excessif, soit un défaut d'élimination endogène. Pour faire la part entre ces 2 mécanismes, on aura à calculer le trou anionique plasmatique, Na+, K+, moins HCO3-, plus Cl-, dont la valeur normale se situe entre 10 et 16 millimoles par litre. Si ce trou anionique est normal, on est dans la fuite de bicarbonate qui est compensée par une hyperchlorémie qui explique la normalisation du trou anionique. Ces acidoses métaboliques à trou anionique normal se voient dans les acidoses tubulaires distales, dans les gastroentérites avec diarrhée profuse et fuite de bicarbonate, dans l'insuffisance surrénalienne. Sinon, le trou anionique peut être élevé, supérieur à 16 millimoles par litre, témoignant de l'existence d'anions indosés en excès dans le plasma. Et on est dans le deuxième groupe étiologique qui comporte les acidoses lactiques, l'acidocétose diabétique, les intoxications endogènes, l'exemple type étant la décompensation aiguë d'une maladie métabolique ou exogène,
l'insuffisance rénale avec défaut d'élimination des ions H+. Pour pouvoir interpréter convenablement une gazométrie, il convient de connaître les normes pour les différents paramètres. Mais il convient également de disposer d'un taux de lactate et des valeurs de l'ionogramme sanguin qui peuvent être fournies avec les gaz du sang, si votre analyseur de gazométrie fait l'iono en plus de la gazométrie. Sinon, il faut faire concomitamment à la gazométrie un ionogramme sanguin absolument, parce que vous ne pouvez pas interpréter une gazométrie sans iono associé. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de l'atelier, analyse des gaz du sang selon une approche systématique en 7 étapes. Et là, je vous demande d'être très attentif parce qu'après, vous aurez des cas cliniques à résoudre. Je ne sais pas ce qu'elle a préparé comme colle, Dr Bourgi. Voilà. Première étape, d'abord, première règle, il faut analyser de façon séparée les échanges gazeux pulmonaires et l'équilibre acido-basique. Dans les échanges gazeux pulmonaires, première étape, l'évaluation de l'oxygénation par l'évaluation de la PaO2, qui est normalement supérieure à 80 mm de mercure, et le calcul du rapport PaO2 sur FiO2, qui doit être normalement supérieur à 300. L'oxygénation peut être normale ou diminuée, et on parle d'hypoxémie. Deuxième étape, l'évaluation de l'épuration du CO2 par le chiffre de la PaCO2. L'évaluation de l'oxygénation couplée à l'évaluation de l'épuration du CO2 nous permet de distinguer 4 catégories d'échanges gazeux pulmonaires. L'hyperventilation, caractérisée par une oxygénation normale avec une PaCO2 basse. L'échange gazeux pulmonaire normal avec une oxygénation et une épuration du CO2 qui sont normaux. L'insuffisance respiratoire hypercapnique, caractérisée par une PaCO2 élevée avec une oxygénation normale ou diminuée. Et l'insuffisance respiratoire hypoxémiante, caractérisée par une hypoxémie, bien évidemment. La capnie dans ce contexte peut être normale ou diminuée. La troisième étape, c'est l'analyse du chiffre de HCO3-, qui est très intéressant à considérer dans les états d'hyperventilation. En effet, il permet de distinguer une hyperventilation primaire, auquel cas HCO3- est normal, d'une hyperventilation secondaire, auquel cas il y a une baisse des bicarbonates. Il est intéressant également à considérer dans les insuffisances respiratoires hypercapniques, car il permet de différencier une insuffisance respiratoire hypercapnique aiguë. Dans ce cas-là, HCO3- est normal ou diminué, d'une insuffisance respiratoire chronique. Dans ce cas-là, il y a une compensation métabolique par le rein qui se manifeste par une augmentation des HCO3-. Quatrième étape et dernière dans les échanges gazeux pulmonaires, c'est l'évaluation de la sévérité. À chaque fois que vous avez une hypercapnie, vous devez évaluer sa sévérité sur la clinique, le chiffre de pH, la valeur du pH et surtout la cinétique de la PCO2. À chaque fois que vous avez une hypoxémie, vous devez évaluer sa sévérité sur la PaO2, la SaO2, le rapport PaO2 sur FiO2 et la différence alvéolo-artérielle d'oxygène. On y reviendra sur la formule avec les cas cliniques, qui est normalement inférieure à 20 mm de mercure. L'hypoxémie est sévère lorsque PaO2 est inférieur à 40, SaO2 est inférieur à 75%, PaO2 sur FiO2 est inférieur à 100 mm de mercure, et à chaque fois que la différence alvéolo-artérielle d'oxygène s'écarte de 20 énormément, l'hypoxémie est sévère également. La cinquième étape étant l'étude de la corrélation entre pH, PCO2 et HCO3-. Si pH et PCO2 varient dans le même sens, il s'agit d'une compensation respiratoire. S'ils varient dans un sens opposé, le problème est respiratoire. Pour pH et HCO3-, s'ils varient dans le même sens, le problème est métabolique. S'ils varient dans le sens opposé, il s'agit d'une compensation métabolique. L'étape suivante, la sixième étape, l'avant-dernière, c'est le calcul du trou anionique plasmatique. S'il est normal, on est dans les fuites de bicarbonate, et à ce moment-là, on peut compléter par le calcul du trou anionique urinaire qui permet de faire la part entre fuite rénale et fuite digestive. Le trou anionique plasmatique peut être élevé, et là, on est dans les excès d'ion H+ dans le plasma, soit d'origine endogène, soit d'origine exogène, soit par défaut d'élimination. Dernière étape, le trouble observé, le trouble acido-basique observé est-il pur ou mixte? Et là, des formules, plusieurs formules sont disponibles pour savoir si le désordre est primaire, est pur ou mixte. On va s'exercer sur ces formules, et notamment la formule de Winter
dans les acidoses métaboliques avec les cas cliniques. Je passe maintenant la parole à Dr Bourgi qui va vous exposer le premier cas clinique. Merci Asma. Merci Dr Chapchou et merci à la STP de nous avoir associés à cet atelier sur l'interprétation de la gazométrie. Alors j'espère que vous avez fait des captures d'écran par rapport aux 2 diapositives les plus importantes qui parlent d'échanges pulmonaires et d'équilibre acide-base. Comme ça, on va pouvoir commencer notre quiz. Est-ce qu'il y a des intervenants? Vous voulez que je revienne aux plaques ou non? C'est bon. Les participants peuvent intervenir. Hein. Bon, on va alors commencer. Je n'ai pas eu de commentaires sur le chat, donc c'est bon. Je crois qu'ils ont capté. Alors, Yessine, 3 ans et demi, asthmatique sous traitement de fond, avec mauvaise observance thérapeutique. Il est admis en réanimation pour exacerbation sévère d'asthme, réfractaire au traitement. Donc, il a reçu les bêta-2, les corticoïdes, le sulfate de magnésium. Il ne s'est pas amélioré, il était en état d'épuisement. Et donc, il a été sédaté après avoir pris toutes les précautions pour intuber un asthmatique, intubé par une sonde d'intubation numéro 5, ventilé par un respirateur qui s'appelle Angstrom en mode bilevel plus VG, c'est-à-dire à double niveau de pression plus un volume garanti. Et la sédation a été mise par voie IV continue, morphinique et midazolam. Alors vous avez à droite de l'écran de la machine. Vous voyez en haut, là, les courbes de pression-temps. Au milieu, et c'est les courbes qui vous intéressent le plus, c'est les courbes de débit-temps, débit inspiratoire, débit expiratoire. Donc voilà ce que ça affiche sa machine. Et vous avez ici les courbes volume-temps. Et vous avez à gauche la gazométrie de ce patient. Alors ma première question, est-ce qu'il manquerait quelque chose pour pouvoir interpréter cette gazométrie, à votre avis? Est-ce qu'il y a un intervenant qui voudrait prendre la parole? N'hésitez pas, hein, c'est comme ça que vous allez profiter de cet atelier. Quelqu'un veut intervenir? C'est là qu'on voit les noms des participants. Donc, vous voulez que je nomme ou vous voulez prendre la parole? Alors, Aïcha Nafti, est-ce que vous m'entendez? Alors, ce qui manque, c'est les constantes ventilatoires de la machine. Hein. On ne peut pas interpréter une gazométrie chez un patient ventilé sans voir les constantes ventilatoires. Donc, il a un temps inspiratoire à 1,2, une fréquence réglée à 15, donc fréquence lente, une pression d'insufflation à 38, PEP à 2 et une FiO2 à 30%. Donc maintenant, vous avez la gazométrie. Je vais poser ma première question. Alors, concernant l'oxygénation, qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'oxygénation? Quelqu'un voudrait intervenir? Je crois que c'est un peu difficile hein, d'animer les ateliers à distance, en virtuel. Hein. Sont difficiles à solliciter. On intervient après le déjeuner. Oui. La FiO2, 30%. Est-ce que vous voulez commenter? Même par écrit, hein?
acidose respiratoire partiellement compensée. Donc, bon, je ne vais pas dire si la réponse est bonne ou pas, parce qu'il va falloir suivre les 7 étapes qu'on vient de vous expliquer. Alors, je commence ma question. Est-ce qu'il y a un problème d'oxygénation, à votre avis? Vous avez la PO2 et vous avez le rapport PaO2 sur FiO2 qui est calculé. Donc la PaO2, elle est supérieure à 80, on peut dire qu'elle est normale. Et le rapport PaO2 sur FiO2, il est inférieur à 300. Donc, il y a un problème d'oxygénation ou pas? Vous pouvez répondre par chat. Hein? Est-ce que ce malade a un problème d'oxygénation? La PaO2, vous l'avez à droite, elle est à 84,5. La PaO2 sur FiO2, au fait, elle est inférieure à 300. Donc, il y a un problème d'oxygénation. Maintenant, on passe à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un souci au niveau de la CO2? La PCO2, comme vous le voyez, elle est à 76, supérieure à 45, donc elle est augmentée. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, la PaCO2 augmentée, chez un malade qui est en détresse respiratoire aiguë, on est dans le cas d'une insuffisance respiratoire hypercapnique. Tout à l'heure, Dr Bouzili a classé les troubles respiratoires en insuffisance respiratoire hypoxémiante, insuffisance respiratoire hypercapnique et l'hyperventilation. On est dans le cas de figure de l'insuffisance respiratoire hypercapnique avec une PaCO2 qui est augmentée. Troisième étape, on va regarder le HCO3-. Alors, le HCO3-, il est comment? Il est à 26. Est-ce qu'il est normal, diminué ou augmenté? Donc, Aziza Khalat, oui, il a un problème d'oxygénation, il a un problème d'hypercapnie, oui, tout à fait. Et concernant le HCO3-, c'est aigu. Donc, le HCO3- est normal, donc le rein n'a pas eu le temps suffisamment de compenser. Et on est dans le cas de l'insuffisance respiratoire hypercapnique obstructive aiguë. Concernant la sévérité, déjà, vu la clinique, l'enfant a reçu son traitement, il est en état d'épuisement respiratoire et il nécessite une ventilation mécanique, donc il est sévère. Et pour juger de la sévérité aussi, il y a le pH et delta PCO2. On a un pH qui est à 7,15, inférieur à 7,20, donc on est dans une sévérité extrême dans ce cas de figure. Ce qu'il faudra suivre aussi, c'est le delta PCO2, c'est-à-dire contrôler la gazométrie par la suite et voir si ça va diminuer ou si ça va continuer dans la même courbe. Grave, tout à fait. Alors, je passe donc maintenant qu'on a interprété les échanges gazeux pulmonaires, vous voyez que jusque-là, je n'ai pas prononcé le mot d'acidose respiratoire. J'ai parlé de l'oxygénation. Il a un problème d'oxygénation, il est hypoxique. La PaCO2, elle est augmentée, elle est supérieure à 45, donc je suis dans le cas de figure d'une insuffisance respiratoire hypercapnique. C'est aigu parce que le HCO3 est normal, le rein n'a pas eu le temps de compenser et c'est sévère car la clinique nous le dit, le pH qui est inférieur à 7,2. Le delta PCO2, je n'ai pas encore donné une deuxième gazométrie, mais sur cette donnée actuelle, on voit que la PCO2, elle est très élevée. Alors, diapositive suivante. Ça passe pas? Voilà. Alors, concernant l'équilibre acido-basique, il va falloir regarder 3 paramètres. PCO2,
pH et HCO3-. Je vous rappelle que le pH est à 7,15, la CO3- à 25 et la PCO2 à 76. On va d'abord regarder, est-ce que pH et PCO2 vont dans le même sens ou dans le sens opposé? Qu'est-ce que vous en dites? pH 7,5, PCO2 à 76, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ça va dans le même sens ou pas? Oui ou non? Yes, no question. Non, oui, ça ne va pas dans le même sens, c'est évident. Donc, insuffisance respiratoire. On est dans le cas de figure de l'insuffisance respiratoire. Maintenant, on passe à la deuxième question de la partie équilibre acido-basique. On va regarder le pH 7,15 et HCO3- 25. Est-ce que ça va dans le même sens ou dans le sens opposé? Donc, le pH est bas et l'HCO3- elle est plutôt normale. D'accord? Donc, là, quand il y a une compensation métabolique, effectivement, on est dans le cas de figure de l'insuffisance respiratoire hypercapnique avec compensation métabolique, mais qui est insuffisante parce que c'est aigu. Pour mémoire, il faut toujours chercher s'il y a une compensation appropriée aux troubles primaires. Devant l'acidose respiratoire aiguë, le HCO3- attendu doit être calculé selon la formule suivante. On s'attend à ce que le HCO3- augmente. Comment on va voir si l'augmentation elle est attendue ou pas? Alors, l'augmentation attendue du HCO3-, c'est delta PCO2 sur 10 plus ou moins 3. C'est-à-dire, dans le cas de notre patient, on a 84,5 moins 45 sur 10 égale 45 sur 10, 30. Donc, c'est 30 millimoles. On n'est pas très loin, mais on a dit tout à l'heure que l'insuffisance respiratoire, elle est partiellement compensée. Devant une insuffisance respiratoire chronique, le HCO3- attendu va être beaucoup plus élevé. Donc, 3 fois delta PaCO2 sur 10. On est dans le cas de l'aigu. Suivante. Alors maintenant, quelle est votre conduite à tenir pour ce patient? On va aller un peu plus loin dans le niveau de réflexion. Chnamloulou. Insuffisance respiratoire hypercapnique, il est hypoxique. N'oubliez pas que je vous ai montré tout à l'heure l'écran du ventilateur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je peux vous rappeler les constantes ventilatoires. Donc, il avait une fréquence machine à 15, un TI à 1,2, une pression d'insufflation à 38, une PEP à 2. نجمو نرجعوا بالتويلي en fait. نرجع بالتويلي هكا. Alors, hop, 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 hop. Voilà. هذه l'écran نتاعك عندك الجازومتري هذه الأمور مش باهية. Qu'est-ce que vous allez faire? Donner des bicarbonates. Augmenter la fréquence respiratoire. Regardez l'écran du ventilateur. C'est vrai que j'ai dit la fréquence à 15. Mais si on regarde bien le ventilateur, il respire beaucoup plus vite que 15. Il est polypnéique. Augmenter la fréquence respiratoire. N'oubliez pas que l'enfant est asthmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? D'après la réponse, il faut lui répondre. Alors non, on ne donne pas de bicarbonate. Voilà, tout à fait, parce que c'est un problème respiratoire. Voilà, tout à fait. On est dans le cas de figure de l'insuffisance respiratoire. Insuffisance respiratoire hypercapnique avec une compensation métabolique insuffisante
C'est normal que quand la PCO2 augmente, le SCO3- va diminuer, oui, c'est ça. On augmente le TI. Alors, si vous voyez bien, ici, il n'y a pas un problème de TI. Hein. Ça, c'est le débit inspiratoire. L'inspiration تاعو. Il n'y a pas un temps d'attente. Et le temps inspiratoire n'est pas coupé. Donc, ce n'est pas un TI court. Non. On ne va pas augmenter le temps inspiratoire. On augmente la PEP. Non, on ne peut pas augmenter la PEP, ça ne va pas résoudre le problème. Hein. Le malade, il est distendu. N'oubliez pas que c'est un enfant asthmatique. Vous vous rappelez qu'ils ont des thorax distendus, qu'ils ont un syndrome obstructif. Alors, j'attire votre attention sur cette petite chose que vous voyez ici. Au fait, l'enfant ne termine pas du tout son expiration et il ne vide pas son thorax. C'est vrai qu'on a fixé la fréquence machine à 15. Il respire trop vite et au fait, il y a le phénomène autopep et il n'y a pas de vidange expiratoire et donc, au fait, le thorax est en train de se distendre, ce qui risque de compromettre encore plus le problème qu'il a. Ce qu'on va faire, là j'avance, voilà, j'avance plus vite. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr vérifier la perméabilité de la sonde d'intubation, parce que mon malade a quand même il a encore de l'hypoxie. Je vais ausculter les poumons et vérifier déjà ostéto la vidange expiratoire. Il faut je dois diminuer la fréquence machine et pas augmenter la fréquence, au contraire de ce que vous avez dit, parce que dans les syndromes obstructifs, au fait, il faut assurer une vidange expiratoire. Si le patient continue à rester polypnéique, on risque de compromettre encore plus l'insuffisance respiratoire hypercapnique. Et quatrième action que je pourrais faire, c'est contrôler un peu plus la respiration de l'enfant en approfondissant la sédation. Et souvent, chez des malades, là je vous ai donné l'un des malades les plus graves en réanimation. Ce n'est pas du tout un quiz simple. Hein, et je comprends que ça peut poser des difficultés. C'est des malades chez qui on a souvent recours au curare pendant 24 heures, 48 heures, pour contrôler entièrement leur respiration. Et comme ça, on assure la vidange expiratoire. Et quand on a curarisé cet enfant, la gazométrie de contrôle a montré une baisse de la capnie avec un pH qui est en train d'augmenter. Il est passé au bout de quelques heures à 7,25, puis 7,3, puis il s'est normalisé avec des chiffres de capnie qui ont baissé à 60, 65, et il faut être tolérant avec ces malades obstructives. On va tolérer des capnies au-delà de 50 à 55. Voilà, donc maintenant que l'enfant a été curarisé, vous voyez bien, l'aspect de la courbe, il a changé. Hein. Donc, il termine son expiration, il vide son thorax, il y a le cycle suivant par la suite, et c'est comme ça qu'on a réussi à corriger le trouble respiratoire chez cet enfant. Alors, tout ce qui perturbe la respiration peut entraîner une acidose ou une alcalose respiratoire. L'obstruction entraîne une acidose par accumulation de CO2. Les capacités fonctionnelles des poumons sont 2 fois plus rapides que celles des tampons chimiques. Alors, dans l'insuffisance respiratoire, vous avez vu tout à l'heure, il y a l'insuffisance respiratoire hypoxémiante et l'insuffisance respiratoire hypercapnique. On est dans le cas de l'insuffisance respiratoire hypercapnique avec une diminution de l'épuration du CO2, une augmentation des H+, une diminution du pH. Les valeurs normales, bien sûr, on vous les a rappelées. Alors, je passe à la diapositive suivante. Je vous rappelle que la ventilation minute, c'est le volume courant fois la fréquence respiratoire. Ce qu'on peut voir comme phénomènes qui peuvent être responsables d'insuffisance respiratoire, le mécanisme, soit une diminution du volume courant,
soit une diminution de la fréquence respiratoire. La diminution du volume courant peut être due soit à un shunt intrapulmonaire, comme par exemple dans la maladie de membrane hyaline qui traîne très longtemps. Vous avez une hypoxie, mais si le malade n'est pas traité à temps, vous allez voir une hypercapnie. Ou bien par augmentation de l'espace mort. L'espace mort, c'est-à-dire les territoires qui sont ventilés mais qui ne sont pas perfusés. L'espace mort qui m'a traché. Traché, ventilé, elle n'est pas perfusée. Elle ne va pas participer à l'hématose. Donc, les chabal kol esmo espace mort. Et chez l'asthmatique, on a une augmentation de l'espace mort. Ou l'insuffisance respiratoire par diminution de la fréquence respiratoire. Et ceci peut être d'origine périphérique ou d'origine centrale. Alors, question toute simple, par exemple, dans le syndrome de Guillain-Barré, les malades qui sont en insuffisance respiratoire, par quel mécanisme ils font de l'hypercapnie? Alors, par paralysie des muscles respiratoires. Donc, il y a une insuffisance respiratoire par paralysie des muscles respiratoires. Et c'est pour ça que l'enfant, il est en hypoventilation, il y a une fréquence qui est diminuée, il est en insuffisance respiratoire. Dans le cas du coma d'origine toxique ou autre, c'est quel mécanisme? Donc, c'est plutôt une insuffisance respiratoire qui est d'origine centrale. Et dans le cas de la maladie de membrane hyaline, je pense qu'on a déjà répondu, c'était par diminution du volume courant. Bon, je passe à un deuxième quiz un peu plus simple. Il y a Nozha Bourgi qui demande pourquoi on ne ramène pas la PEP à 2. Alors, ça ne va pas résoudre le problème de l'hypercapnie. Et 0 et 2, c'est pareil. Hein. Donc, on évite de mettre des pipes à 0, en fait, pour combattre la PEP intrinsèque, parce qu'on a toujours une PEP physiologique. Donc, ce n'est pas ça qui va corriger le trouble respiratoire, en fait. Voilà. On pourrait toujours le ramener à 0 ou 2, hein. C'est pareil. Mais ce que je cherchais, en fait, à expliquer, c'est surtout que même si j'avais réglé la machine à 15 cycles par minute, mon patient, je dois regarder son ventilateur. Il est polypnéique et cette fréquence réglée n'était pas respectée. Il déclenchait, il était en mode assisté, contrôlé, donc il déclenchait plusieurs cycles et au fait, il était polypnéique et donc il n'arrêtait pas d'augmenter son espace mort. Et c'est pour ça que si on ne change pas de stratégie, on ne va pas endormir un peu plus l'enfant ou diminuer un peu plus la fréquence. S'il était bien endormi, on aurait baissé la fréquence à moins de 15. Mais par contre, pour ce patient-là, le problème était un problème de sédation. Voilà. Alors maintenant, on passe au deuxième quiz parce qu'il y a 3 autres par la suite et on est, je pense que le temps, il faut aller un peu plus vite. Un troisième. Voilà, parce qu'il reste, il y a encore d'autres quiz. Et dame de mois et demi, hospitalisée en pédiatrie générale pour exploration d'une hypotrophie associée à des vomissements postprandiaux depuis la première semaine de vie. Une sténose hypertrophique du pylore a été éliminée. Et au fait, comment il est venu chez nous? C'est pour une bronchiolite. Donc, rien à voir avec son problème initial. Voilà, alors on fait une gazométrie. Il a été mis sous lunettes à haut débit, FiO2 à 25%, donc pas vraiment hypoxique. On fait une gazométrie et voici sa gazométrie. pH à 7,50, PaO2 à 90, PaCO2 à 42, ACO3- à 30, natrémie 132, kaliémie 2,5, chlore 104, lactate 1,3, calcium ionisé 1,2. Et là aussi, on va commencer avec la même démarche. Les échanges gazeux pulmonaires. Est-ce qu'il y a un problème d'oxygénation? Non. La réponse est non. On a une PaO2 à 90, donc supérieure à 80, et un rapport PaO2 sur FiO2 qui est supérieur à 300. Donc, il n'y a pas de problème d'hypoxie.
concernant la PCO2, alors elle est comment? Normale, augmentée ou diminuée? PaCO2 à 42. Elle est normale. Maintenant, concernant l'équilibre acido-basique, donc il n'y a pas de problème d'oxygénation, il n'y a pas de problème d'épuration du CO2. L'équilibre acido-basique, on va regarder de nouveau le pH, la PCO2 et le HCO3-. Le premier couple, pH et PCO2. Est-ce que ça va dans le même sens ou dans le sens opposé? On a pH à 7,50 et PCO2 à 42. Donc, dans le même sens, on est dans la compensation respiratoire. On n'est pas dans l'insuffisance respiratoire. Quand on regarde le pH et l'HCO3-, est-ce qu'ils vont dans le même sens ou dans le sens opposé? Le pH tala ou le PCO2, le HCO3-, il est à 30. Donc, ils vont dans le même sens. On est devant un problème métabolique. Donc, pour savoir s'il y a une compensation appropriée du trouble primaire qui est métabolique dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer la PaCO2, la PCO2 attendue. Et l'augmentation doit être calculée par la formule suivante, 40, capni normal, plus 0,6 fois delta HCO3-. Delta HCO3-, c'est-à-dire le HCO3- que vous avez au niveau de la gazométrie, moins le HCO3- normal. Et il est à 43,6. Voilà, les étiologies, je pense que Dr Bouziri, elle vous en a parlé. Et je passe la parole à ma collègue Asma pour avoir d'autres quiz. Il y aura le temps de faire un troisième. Même deux, je pense. Donc, c'est Hamza qui est âgé de 10 ans. On trouve dans ses antécédents une convulsion fébrile simple à l'âge de 1 an. 4 jours avant son admission, il présente des douleurs abdominales, une asthénie profonde. Et 48 heures après, il vomit, il a la diarrhée, puis il somnole. À l'examen, il est admis en pédiatrie. À l'examen, il pèse 45 kg. Il a une température à 37 degrés 2, une odeur acétonymique de la laine. Il est polypnique à 36 cycles par minute. Sa saturation d'oxygène est à 100%, sous lunettes nasales, débit à 2 litres par minute. Il a une fréquence cardiaque à 136 par minute, une tension artérielle à 119, 65, 84 mm de mercure. Sa glycémie capillaire est à 2,8 g par litre. Il est conscient mais somnolent. Au labstix, on trouve une croix de glucose, 3 croix d'acétone. Voici sa gazométrie, qui a été faite sous oxygène par lunette nasale, débit à 2 litres par minute. Interpréter les gaz du sang selon l'approche systématique en 7 étapes. Première étape, l'oxygénation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, l'oxygénation? Qui est-ce qui veut prendre la parole? Par chat. Alors, je vais t'aider par contre. Alors, pour l'oxygénation, je vais vous donner la réponse. La PaO2, sa PaO2 est à 146,8 mm de mercure. Elle est supérieure à 80 mm de mercure, donc elle est normale. Son rapport PaO2 sur FiO2 est de 146,8 sur 0,29. Sa FiO2, on l'estime à 29%, c'est 21%. La FiO2 de l'air ambiant majorée de 4% pour chaque litre d'oxygène inférieur à 3 litres par minute. Ça fait 0,29 et ça nous donne 506 supérieur à 300, donc il a un rapport PaO2 sur FiO2 qui est normal. Son oxygénation est normale. L'étape suivante étant l'évaluation de l'épuration du CO2 sur la valeur de la capnie. Elle est à 11,6 mm de mercure, elle est bien basse, il a une hypocapnie. Qu'est-ce qu'on a dit? Oxygénation normale avec hypocapnie, ça vous renvoie vers quoi? Vers quoi comme trouble de l'échange gazeux pulmonaire? Ça correspond à quoi? Avez-vous une réponse?
Ça renvoie à une hyperventilation. La basémie, elle est à 3,7, les bicarbonates sont à 3,7, ils sont diminués, donc c'est une hyperventilation qui est secondaire à un trouble métabolique. Voilà. Ça concernant les échanges gazeux pulmonaires. Maintenant, nous allons entamer le deuxième volet, qui est l'équilibre acido-basique. On va voir les corrélations entre pH, PCO2 et HCO3-. pH et PCO2 vont dans le même sens. Donc, il s'agit d'une compensation respiratoire d'un trouble métabolique. pH et HCO3- vont dans le même sens. Donc, le problème est métabolique. La cinquième étape étant le calcul du trou anionique. On va utiliser la natrémie corrigée, étant donné qu'on est en situation d'hyperglycémie. Donc, il faut calculer la natrémie corrigée parce qu'on a une fausse hyponatrémie. En utilisant la formule, on a une natrémie corrigée à 143,3. Et étant donné qu'il y a une acidose métabolique sévère, il convient également de calculer la kaliémie corrigée, qui est à 2,26 pour une kaliémie mesurée à 4. Le trou anionique, calculé en utilisant la natrémie corrigée et la kaliémie corrigée, est à 22,8. Il est élevé, et donc c'est une acidose métabolique à trou anionique élevé avec hyperventilation secondaire. C'est ce que l'on conclut de l'analyse ou de l'évaluation de l'équilibre acido-basique. Voilà. Voilà, pour la septième et la dernière étape, on va se poser la question, le trouble est-il pur ou mixte? On est dans le contexte de l'acidose métabolique. On va calculer la PCO2 prévisible pour le degré d'acidose en utilisant la formule de Winter. C'est 1,5 fois HCO3-, la PCO2 prévisible, plus 8, plus ou moins 2. Quand vous avez des HCO3- qui sont les HCO3- ils sont à 3,7, vous allez avoir une PCO2 prévisible qui est à 13,5, plus ou moins 2, et donc qui est équivalente à la PCO2 mesurée. Puisque la PCO2 prévisible est équivalente à la PCO2 mesurée, le trouble, l'acidose métabolique, on en conclut que l'acidose métabolique est pure. Voilà. Quelle est votre conclusion? Quel est votre diagnostic? J'attends vos réponses. La convulsion, c'est dans les antécédents. Ouais. Là, il n'a pas convulsé. Donc, on va résumer le résultat de la gazométrie. Il peut résumer le résultat de la gazométrie. 10 ans. Donc, 10 ans. Douleur abdominale, asthénie profonde, vomissement, diarrhée, somnolence, avec à l'examen une polypnée, un bon état hémodynamique, un bon état de conscience, une odeur acétonimique de la laine, olapstix, une croix de glucose et 3 croix d'acétone. Ça y est, c'est bon. Acidocétose diabétique. Voilà, parfait. Donc, pour résumer les données de la gazométrie, il s'agit d'une acidose métabolique pure à trou anionique élevé, secondaire à une accumulation de corps cétoniques, comme en témoigne l'odeur acétonimique de la laine et la présence d'une cétonurie de croix d'acétone dans les urines, avec hyperventilation témoignant d'une compensation respiratoire avec hypocapnie. Voilà. L'étiologie étant une acidocétose diabétique, notre patient répond à la définition puisqu'il a une glycémie supérieure à 11 mmol par litre, un pH inférieur à 7,3 et des bicarbonates inférieurs à 15, avec une odeur acétonimique de la laine et une cétonurie olapstix. L'acidocétose diabétique est sévère puisque le pH est inférieur à 7,1 et les bicarbonates inférieurs à 5 mmol par litre. Comment corriger le ou les troubles observés sur les gaz du sang? Comment vous allez corriger cette acidose métabolique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce
vous allez donner du bicarbonate. Pas de bicarbonate. Pas de bicarbonate, bien. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Transfert en réanimation. Insulinothérapie, bien. Correction de l'hyperglycémie, oui, Oui. en donnant de l'insuline, oui. Et il y a un mot-clé qui doit sortir. Insulinothérapie Ça m'a et deux volets de la prise en charge. L'insulinothérapie kharjat, voilà. La hyperhydratation. rééquilibration hydroélectrolytique. Parfait. Très bien. Très bien. Donc effectivement, il faut traiter cette acidocétose diabétique. Ça permettra de corriger l'acidose métabolique malgré sa sévérité. Et les deux principaux volets du traitement étant la rééquilibration hydroélectrolytique et l'insulinothérapie. Je vous renvoie au lien de la STP concernant la prise en charge de l'acidocétose diabétique selon ISPAD 2018. Voilà. Pas d'apport, aucune indication pour l'apport de bicarbonate dans ce contexte. Est-ce qu'il y aura le temps de faire un quatrième cas clinique? Voilà. Donc là, on va directement conclure. C'était les gaz du sang selon une approche systématique en 7 étapes, en faisant une analyse séparée des échanges gazeux pulmonaires et par la suite de l'équilibre acido-basique. Les étapes étant l'évaluation de l'oxygénation sur la PaO2, le calcul du rapport PaO2 sur FiO2. Deuxième étape, l'évaluation de l'épuration du CO2 sur la CAPNI. La troisième étape étant l'évaluation des bicarbonates dans les échanges gazeux pulmonaires et puis la sévérité de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. Cinquième étape, l'étude de la corrélation pH-PCO2, pH-HCO3-. Sixième étape, le calcul du 3 anionique. Septième et dernière étape, troubles mixtes ou purs. J'espère que les éléments du puzzle gaz du sang sont devenus mieux agencés dans votre esprit. Et merci beaucoup pour votre attention.